Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport, avec à mes côtés Pauline Gaston-Conduite et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Cette semaine, nous allons parler de handball avec nos invités Berthier Roy, vice-président, et Christelle Ravasso-Jarry, conseillère technique fédérale, tous deux au comité départemental de handball. Et on va également parler de moto avec Stéphane Legrand, président de la communication de la Ligue Moto-Cyclisme Occitanie, accompagné de Kylian Paul, pilote motocross, récent vainqueur de la Coupe de France des régions avec la team Occitanie. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. La chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous accueillons un habitué de l'émission, Romain Blatt, directeur technique de la Ligue Occitanie, et également la chronique sport et communication avec notre cher Laurent Garnier. Au sommaire de cette émission, nous irons à la rencontre du handball, l'un des sports collectifs les plus populaires en France, avec près de 500 000 licenciés. Il se pratique à différents niveaux, que ce soit des écoles, au club amateur, en passant par les compétitions régionales et nationales. À quelques mois des Jeux Olympiques à Paris, l'équipe de France devra défendre son titre. En deuxième mi-temps, mettez vos casques, enfilez vos gants, c'est l'heure de la moto avec les exploits des pilotes de MotoGP et de motocross. Accrochez-vous, ça va faire du bruit. Mais avant le coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Oui, avec du coup l'avant-match et les principaux résultats sportifs de la semaine. Laurent. Et oui, on débute par la Ryder Cup en golf. À l'issue d'une 44e édition qu'elle aura menée de bout en bout, l'équipe d'Europe a remporté ce dimanche la Ryder Cup à Rome en Italie avec une éclatante victoire face aux États-Unis. Les Européens poursuivent leur série d'invincibilité à domicile qui tient depuis 1993. Et en championnat du monde de gymnastique, l'équipe de France masculine a terminé 19e ce dimanche aux Mondiaux d'Anvers en Belgique. Il fallait terminer parmi les 12 premiers pour obtenir un quota collectif pour les Jeux de Paris. On va continuer avec la MotoGP et le Grand Prix du Japon où l'Espagnol Jorge Martín sur Ducati a remporté le Grand Prix du Japon sur le circuit de Motegi. Il a devancé l'Italien Francesco Bagnaia sur Ducati aussi, champion du monde et actuel leader du championnat. Et l'Espagnol Marc Marquez sur Honda. Un peu plus de la moitié de la course a eu lieu seulement en raison d'un très mauvais temps. Donc toujours moto, mais en superbike au Portugal. Nicolas Bulega sur Ducati a validé son titre de champion du monde Supersport après son succès sur le circuit de Portimao. Au Portugal, l'Italien a devancé Stefano Manzi et Jorge Navarro, les deux pilotes de Tenkate Racing Yamaha, pour sécuriser le premier titre de l'histoire de Ducati en Supersport 600. Et en automobile, le rallye du Chili, Ott Tanak s'est imposé dimanche au volant de sa Ford Puma M-Sport sur les routes du rallye de Chili. En tête depuis vendredi après-midi, l'Estonien a devancé le Belge Thierry Neuville sur Hyundai et le Gallois Elfyn Evans sur Toyota. Et en athlétisme, les championnats du monde de course sur route, Riga, la capitale de la Lettonie, accueillait dimanche les championnats du monde sur route. La première épreuve, le 5 km, a été remportée par l'Éthiopien Agos Gebriwet et la Kenyane Béatrice Chebet. L'Éthiopienne Diribe Wetjeji et l'Américain Hope Kessler ont été sacrés champions du monde sur route du miles. Ils ont également amélioré leurs 2 records du monde de la spécialité. Côté français, Bérénice Clayette-Merle s'est classée 7e et Charlotte Mouchet a pris la 11e place. Chez les hommes, le français Maël Gouillette a échoué au pied du podium tandis que Benoît Champion a fini 8e. Et après le 5 km et le mile, les mondiaux sur route ont pris fin avec le semi-marathon. Chez les hommes comme chez les femmes, le Kenya a signé un triplé. Sébastien Save s'est imposé devant ses compatriotes Daniel Ebenio et Samuel Melou. Le français Jimmy Gressier a pris la 5e place, battant son propre record personnel. 3 autres français étaient en lice. Valentin Gondouin a terminé 23e, Mehdi Frère 24e et Benjamin Choquer 44e. Chez les femmes, Pérez Shepchirchir a décroché l'or. Elle a devancé Margaret Kipkembois et Catherine Amanangolé. Côté français, Méline Rollin a pris la 18e place, Megdesmo Voldou la 26e, Manon Trapp la 30e et Margot Siraki la 31e.
Oui, et en handball, on va en parler lors de la première mi-temps. Ligue des champions hommes, première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain mercredi dernier à Kiels, 30-29. Battu à Barcelone la semaine dernière, Montpellier a remporté dans sa salle face au Wilsat Plock sa première victoire de la saison en Ligue des champions, 30-28. Et en Ligue des champions femmes, les Brestoises ont concédé un nouveau revers frustrant samedi chez les Allemandes de Bietigheim, 34-30. Après 2 défaites européennes de rang, Metz a renoué avec la victoire contre les Polonaises de Lubin, 42-26. En football, Ligue 1, l'entraîneur de Toulouse, Karl Martinez-Noël, a apprécié la victoire probante de son équipe contre Metz 3-0. Grâce à un doublé d'Adam et un pénalty de Savanier, Montpellier s'est relancé de son côté en s'imposant largement à Lorient 3-0. Et chez les dames, en D1 Arkema, les Lyonnaises se sont imposées 1-0 grâce à un but d'Eugénie Le Sommer dans le choc de la deuxième journée de la D1 Arkema face au Paris Saint-Germain. Et en hippisme, on en parlait la semaine dernière, lors du prix de l'Arc de Triomphe à Paris-Longchamp, c'est le cheval Ace Impact qui a remporté à Longchamp la plus grande course de galop au monde, le prix de l'Arc de Triomphe. Le pur sang français de 3 ans, monté par l'Italien Christian Demuro, a remporté facilement la course en faisant son effort dans la dernière ligne droite, devenant le nouveau champion du monde de galop sur 2400 mètres. Dans cette course mythique, la deuxième place est revenue à l'Anglais Westover, un mâle de 4 ans piloté par Rob Amby. Et on va terminer les résultats de cette semaine avec le rugby et la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. Le 15 de France était au repos ce week-end avant d'affronter l'Italie vendredi prochain. En ce qui concerne les résultats de cette semaine, mercredi 27 septembre, l'Uruguay a battu la Namibie 36-26. Jeudi 28 septembre, le Japon s'est imposé face au Samoa 28-22. Vendredi 29 septembre, la Nouvelle-Zélande a battu l'Italie 96-17. Samedi 30 septembre, l'Argentine est sortie vainqueur de son match face au Chili 59-5. Les Fidjiens ont remporté le match face à la Géorgie 17-12 et l'Écosse a largement battu la Roumanie 84-0. Et enfin dimanche 1er octobre, l'Australie a battu le Portugal 34-14 et l'Afrique du Sud s'est imposée face au Tonga 49-18. On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby avec Romain Blatt, directeur technique de la Ligue Occitanie. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de rugby dans laquelle nous avons l'honneur de recevoir Romain Blatt, directeur technique de la Ligue Occitanie. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de rugby et de nous parler de détection. La France était au repos ce week-end avant d'affronter l'Italie vendredi prochain. Dans ce groupe, plus particulièrement, quelles sont tes impressions par rapport aux adversaires directs de l'équipe de France ? Il y avait plusieurs matchs qui nous concernaient indirectement. Le premier, c'était un match un peu d'outsider avec l'Uruguay et la Namibie pour déterminer quelle serait l'équipe qui terminerait à la dernière place. Donc il y avait un enjeu entre l'Uruguay et la Namibie. Et les Namibiens, en tout cas contre mon attente, ont bien figuré avec un match qui était assez équilibré contre l'Uruguay, même s'ils ont fini par s'incliner. Ça, c'était mercredi. Et puis après, vendredi, on a tous été marqués un petit peu par la déroute des Italiens qui ont joué contre des Néo-Zélandais revanchards, avec un score au fleuve qui a surpris, je pense, tout le monde. Voilà, donc ça, c'était les équipes qui concernaient la poule de la France et qui étaient au repos et qui a pu soigner quelques joueurs qui étaient blessés. Et plus globalement, quel est ton avis sur l'ensemble de la compétition et les équipes à l'issue de ce troisième match de poule ? Aujourd'hui, c'est un avis un peu mitigé parce qu'il y a quand même des scores au fleuve plus que les autres Coupes du Monde précédentes. Hein. Donc, il y a quand même un déséquilibre qui est à noter. Et en même temps, il y a quand même un niveau de jeu qui a été produit par ce qu'on appelle des petites équipes qui étaient quand même de qualité. J'en veux pour preuve le dernier match qu'on a vu avec notamment les Portugais qui nous ont régalé contre les Australiens, même si ils ont fini par s'incliner. Mais il y a eu des petites équipes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à se mettre au niveau de la compétition, même si au départ, sur le papier en tout cas, ils avaient des joueurs d'un niveau un peu plus faible que leurs adversaires, mais la qualité du jeu produit par certaines équipes était vraiment enthousiasmante. Alors, je crois que toi, tu as dû en profiter, puisque c'est un peu ton domaine de prédilection,
pour détecter des joueurs dans tout ce que tu as pu regarder comme match. Parle-nous un petit peu de cette mission. Est-ce que tu as trouvé des révélations parmi tous ces joueurs éventuellement qui pourraient nous aider? Alors moi, la détection elle concerne bien évidemment des joueurs plus jeunes, mais là où c'est intéressant pour moi, c'est de voir un peu l'évolution du jeu, vers quoi on doit tendre pour détecter les qualités physiques et techniques des joueurs. Donc là-dessus, c'est important pour moi de toujours avoir une veille sur le haut niveau pour pas être en retard et anticiper un petit peu ce que sera le haut niveau dans quelques années, le jour où les joueurs qu'on a entre nos mains en détection aujourd'hui arriveront au plus haut niveau. Alors concrètement, comment se passe ton job en fait? Tu regardes beaucoup de matchs, tu te déplaces. Quelle est finalement la méthode de travail pour détecter des talents ou des nouveaux joueurs? Alors l'idée, c'est la mise en place des conseillers techniques de club a permis de faire un maillage du territoire, notamment en Occitanie, très efficace. Donc le premier des critères, c'est la première des détections, ce sont mes collègues conseillers techniques de club qui la font. On supervise aussi des matchs, bien sûr, de l'élite jeune ou des rassemblements de sélection départementale où déjà il y a déjà de la détection qui a été faite. Donc nous, on se concentre sur déjà des joueurs qui ont été déjà choisis parmi les meilleurs d'un terroir ou d'un département. Et après, derrière, on les réunit lors de chaque vacances scolaires sur l'année des moins de 15 ans, l'année où ils ont 14-15 ans, la première année en cadet. Chez les garçons comme chez les filles, c'est la même chose. On les réunit pour des stages à chaque vacances scolaires pour les connaître mieux, les évaluer encore mieux, leur faire passer des tests physiques, des évaluations linguistiques. Et l'objectif à la fin, c'est de proposer aux meilleurs éléments d'intégrer les académies pour l'espoir. Alors, ils intègrent les académies pour le sport. Comment ça se passe? Donc, on a toute une année d'évaluation. Donc, bien sûr, il y a des matchs. On va suivre les matchs. On a aussi ces centres de suivi moins de 15 ans, donc qui sont les stages dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on les évalue sur la longueur. On échange aussi avec les clubs, avec leurs entraîneurs de club. On étudie aussi, bien sûr, le dossier scolaire, parce que quand on est un joueur ou une joueuse d'une académie pour les sports, on a l'ambition de réussir ce qu'on appelle le double projet, c'est-à-dire la réussite scolaire et la performance sportive. Donc les deux vont de pair et pendant toute une saison, on les suit, on travaille avec eux ce double projet-là et après on les invite sur la fin de saison à une journée finale qui s'appelle le concours d'entrée et qui permet sur cette échéance très précise où certains joueurs, où les joueurs et joueuses peuvent avoir un peu de pression, on les évalue sur ces matchs-là, des positions intenses et fortes, et en même temps on recoupe avec toutes les évaluations qu'on a pu faire tout au long de l'année, et à la fin on propose à ces meilleurs éléments d'intégrer les académies pour les sports en Occitanie. Écoute, merci pour ces détails, ton analyse de la Coupe du Monde. Je pense que cette Coupe du Monde va te donner un petit coup de boost aussi, peut-être pour repérer encore de nouveaux talents. Merci pour ton éclairage sur la détection de joueurs et de talents. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne Coupe du Monde, et puis on se revoit très vite. À bientôt, Romain. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Bertie Roy, vice-président, et Christelle Ravassou-Jarry. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Bertie Roy, vice-président, et Christelle Ravassou-Jarry, conseillère technique fédérale, tous deux au comité départemental de handball de Haute-Garonne. Donc pour introduire un petit peu, l'équipe de France féminine de handball, c'est la première sélection féminine française de sport collectif championne olympique. Elle débutera en fin d'année le mondial du 29 novembre au 17 décembre 2023 entre la Norvège, le Danemark et la Suède. Pour rappel ou pour info, c'est 3 fois championne olympique, 6 fois championne du monde et 3 fois championne d'Europe. Donc il s'agit de la sélection de handball la plus titrée de tous les temps. L'équipe de France masculine, elle débutera l'année olympique avec l'Euro 2024 qui sera organisée en Allemagne où les Bleus disputeront le premier match à Düsseldorf face à la Macédoine du Nord le 10 janvier. Donc avec de tels résultats, que peut-on espérer pour les prochains grands rendez-vous sportifs de nos équipes de France? La médaille. Une seule? Non, les 3 qui arrivent. Championnat du monde, championnat d'Europe et surtout l'Olympique. Oui, on peut toujours espérer, c'est les médailles, c'est confirmer le titre. On avait fait un doublé après Pékin et après Londres. On avait réussi à en faire 2 de suite. Là, on n'y est pas encore arrivé. Mais bon, ça serait bien qu'on fasse effectivement le doublé et qu'on reste en haut, ce qui est toujours le plus dur. Monter, c'est une chose, rester, c'est difficile.
Donc on attend ces prochains événements avec grande impatience. Mais avant, samedi 4 novembre, le Palais des Sports André Brouat de Toulouse accueille l'équipe de France masculine pour leur premier match de préparation de la saison. Quelques petits mots du coup sur cet événement toulousain. Comme toujours, ils viennent à Toulouse parce qu'on a un bon public. L'an dernier, on avait fait accueillir en filles la France contre la Croatie. Ça avait été la fête au niveau du féminin. Et donc, effectivement, il y a un public handballeur en plus du public rugby à Toulouse. Profiter de l'occasion et la Fédé s'est pas trompée en venant sur Toulouse pour préparer ce match-là. Alors, ça sera un match contre qui du coup ? Roumanie. France-Roumanie. France-Roumanie. On vient du coup de voir le haut niveau et ses bons résultats avec 341 000 licenciés pour 36,7% de féminines. Le handball est classé 7e place des fédérations. Donc le handball avait par le passé une place privilégiée au sein de l'école. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et Christelle, est-ce que tu peux nous présenter le handball et ses nouvelles variantes ? Alors, le handball, donc c'est vrai qu'on est un peu moins présent au niveau scolaire, mais qui est plus dû, je pense, au nombre d'élèves par classe. Car effectivement, quand on arrive avec des classes à 35 élèves et que le handball, ils en font jouer que 2 fois 7, donc sur le terrain, il faut occuper les autres. Donc la fédération qui a réfléchi énormément à cette problématique, avec les conseillers techniques et les agents de développement qui se retrouvent dans tous les départements, on a réfléchi sur des nouvelles formes de pratique. Et donc le hand 4, le H4 qu'ils appellent, en fait, a été mis en place. Donc ce H4, donc en fait c'est 4 sur le terrain. Ça se joue donc sur la largeur du terrain ou des fois la longueur, tout dépend après du nombre d'élèves ou ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie surtout de travailler. Et du coup, on peut mettre donc pour les collèges, c'est une pratique qui est de plus en plus intéressante et ils font appel à nous puisqu'on met en place des formations auprès des profs de PS en partenariat avec l'UNSS. Tout simplement parce qu'on peut faire jouer quand même beaucoup plus d'élèves et on peut les faire jouer aussi au niveau en fonction de leur niveau. Car la problématique, c'est des fois les profs de PS nous confiaient que c'était difficile de noter des élèves quand il y avait des joueurs de handball ou des joueurs ou des joueuses de handball dans une équipe à côté de jeunes filles ou de jeunes garçons qui n'avaient jamais pratiqué le handball, donc qui ne touchaient jamais la balle. Et du coup, leur note, elle était compliquée. Donc voilà, donc cette réflexion, donc elle a été mise en place donc par des enseignants, vraiment, plus nous, puisque nous sommes plus sur le terrain. Et du coup, voilà, c'est ce qui a été mis en place, le H4, et qui continue à se développer. Alors aussi en primaire, en dernière année sur les cycles 3, aussi on commence à mettre du H4. On n'a plus la vieille ASS de l'époque. Ah non, c'est l'AS. Alors en collège, c'est l'AS. L'AS, qui existe toujours. Alors déjà, en Haute-Garonne, elle est bien. Il y a beaucoup d'AS handball. En plus, on a avec des collèges qui ont des titres de champions de France ou qui sont sur le podium régulier. Dans notre département, on peut dire que les AS handball de nos collèges fonctionnent, même nos lycées. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité au niveau de handball, à part l'école handball. Pardon. Ouais, il faut que je travaille. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme discipline en fait associée au handball ? Parce qu'il y a le handball en lui-même, puis derrière il y a tout un tas de développements en ce moment. On a le beach handball, on a des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, l'un ou l'autre ? Oui, on va commencer par le handfit qui se développe beaucoup. Alors le handfit, c'est une particularité du hand parce qu'on ne peut pas le pratiquer en salle de sport classique, parce que effectivement c'est quelque chose qui est déposé, qui doit être encadré par un spécialiste. Donc, alors justement, qu'est-ce que le handfit ? Alors le handfit, c'est ouvert à toutes les bonnes volontés, c'est ouvert aussi à des gens qui peuvent avoir un handicap. Donc effectivement, c'est une activité très ludique autour du handball, avec des ballons complètement disproportionnés, qui sont gros, qui sont énormes. Non, c'est vraiment sur l'aspect convivial, sur l'aspect un petit peu défoulement physique. C'est pas, on pratique pas du handball comme on le pratique à 7. Genre, c'est du crossfit de handball ? Non, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été déposé, qui a été effectivement réfléchi. Où voilà, on a une appréhension, on a de la relation à 2, à 3, à 4. Voilà, on se sert de certains gestes par rapport au handball, mais on n'est pas du tout là-dedans, quoi. C'est pas en fonction des personnes, on peut avoir des groupes dynamiques, moins dynamiques. Enfin, c'est vraiment C'est pas les mêmes règles alors. Non, c'est pas du tout les mêmes règles. Okay. Justement, c'est pour ça qu'on est très différencié des salles à ce niveau-là et qu'on pratique autre chose. Ça commence effectivement à se mettre en place
notamment chez les quadras, enfin, les gens qui veulent faire vraiment du loisir, et du loisir détente où on travaille toutes les parties du corps. Le ballon, du coup, il est gros, mais il est moins dur alors. Ça fait moins mal. Complètement. Il n'y a pas de gardien. Et il n'y a pas de gardien non plus. Ok. Non. Donc le principe de ça, c'est quoi ? C'est du fitness handballistique. Voilà. Merci. Voilà. Super. Si on peut dire ça. C'est normal, c'est la concert technique. Oui, ben voilà, c'est en fait justement le but, c'est aussi de donner envie à d'autres personnes. C'est comme tu dis, pratiquer et découvrir une autre forme de handball. Alors du coup, on a le beach. Le beach handball, donc qui n'est malheureusement pas au JO cette année. On aurait espéré, mais on va peut-être dans 4 ans, quoi, sur les prochains JO. C'est en réflexion. Donc la fédération a monté des équipes de France, filles et garçons, qui se débrouillent bien. Alors bon, cette année, il y a eu des modifications, il y a eu des jeunes joueurs qui sont arrivés, donc il faut que les équipes prennent s'entraînent entre elles, quoi. Il faut que il y ait une cohésion. Donc ils se sont un peu loupés, on va dire, sur les derniers championnats, mais c'est pas toujours c'est toujours compliqué le beach hand parce que c'est pas quelque chose qu'on pratique régulièrement dans nos clubs et dans nos régions et dans nos départements. Il faut trouver des joueurs, il faut les prendre des stages qui sont juste un peu avant, leur apprendre les règles parce que on n'a pas du sable partout. Et oui. Et donc du coup, au sein de notre département, toutes ces disciplines sont représentées. Alors le beach, il est, on a des clubs qui ont la chance de pouvoir avoir du sable à côté, donc se mettre en pratique, mais pas de façon régulière. Sur l'Occitanie, on a ex-Midi-Pyrénées, on a un club beach, uniquement beach, mais qui est dans le Tarn. En ce qui nous concerne, nous on a un peu de mal. J'aimerais bien avoir le Krebs, donc je lance un appel. S'ils pouvaient me prêter, c'est fait pour ça. S'ils pouvaient me prêter au moins 1 heure par mois leur belle salle, beach volée, et j'installe mes cages. Et puisque nous, le comité de la Haute-Garonne, nous avons une sélection départementale beach, donc c'est des anciens joueurs qui ont fait des intercoms que je récupère et que on va faire les intercomités beach. Mais bon, il me faudrait un peu plus de pratique, donc voilà pourquoi le petit appel au Krebs. L'appel est lancé. Voilà, ou si quelqu'un a du sable dans son jardin, je prends aussi. Je sais jamais. C'est pas, il me faut pas un 40-20, il me faut un petit, et j'ai mes buts gonflables, donc je fais un appel aujourd'hui. Après on a le beach et puis là où on est dans du développement, dans la nouvelle pratique, on est dans du baby hand, et le baby hand en fait est vraiment pour les enfants de 3-5 ans. Donc là aussi, on n'est pas dans du handball pur à tirer dans une cible, oui, mais on est vraiment dans le courir, lancer, attraper, quoi. On est vraiment plus dans de l'éducation sportive, je dirais. Et là, on part avec plein de belles choses, plein d'images. On part dans des mondes extraordinaires. Et en fait, on travaille beaucoup la motricité avec les enfants, notamment avec un ballon, l'engin, donc peu importe la taille du ballon. Et ça, c'est quelque chose qui se développe maintenant dans les clubs énormément. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez aller sur le site ou sur la page Facebook du Comité 31 où vous verrez Christelle déguisée en Riquet parce qu'ils ont fait un truc super au mois de juin. C'était les petits au Tolosa. Voilà, donc autour du canal du Midi, toute l'activité, la création du canal. Donc ils ont fait une activité toute la matinée. Donc vous verrez nos CTF bien déguisés, façon au XVIe siècle. C'était sympa. Et du coup, Bertie, quel conseil pourrais-tu donner justement à toutes les personnes qui souhaitent faire du handball ? Je pense qu'il faut faire la chose la plus simple, c'est de se rendre ou de voir déjà si on n'a pas un club localement, parce que souvent on essaie d'avoir à peu près un club dans chaque gymnase, ce qui est un petit peu compliqué, mais on essaie quand même de l'avoir. Et la moindre des choses, c'est ou d'aller sur le site du comité pour effectivement trouver un club. Il y a aussi le site de la Fédé qui permet la même chose. Et après, je pense qu'à un moment donné, il faut rencontrer les gens. Il faut faire des essais, parce que tous les clubs du 31 proposent des essais. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arriver, de faire sa licence. À un moment donné, on peut avoir 15 jours, 3 semaines, et pour essayer. À partir de là, si c'est un enfant, il se fait une opinion. Si c'est un adulte, c'est la même chose. Donc il y a des stages d'initiation. Enfin, ils peuvent faire un cours d'essai. Ou... Oui. Il y a plusieurs. Enfin, on connaît. Enfin, en général, tout le mois de septembre, les gamins sont à l'essai, quoi. Ils peuvent faire puis après, à partir de là, ils font un choix vers le 20 septembre. C'est à peu près à la période où on commence les brassages, nous, pour pouvoir faire des compétitions derrière. Donc, on a le temps. Puis on n'est pas du tout sur la championite. Donc, chez les jeunes, ils viennent quand ils veulent, quoi. Et une personne un peu plus âgée, est-ce qu'elle a le droit aussi, est-ce qu'elle a la possibilité de commencer le handball même si elle y connaît rien du tout ? Alors,
j'ai jamais vu de personne qui ne connaît pas le handball. Je pense qu'on l'a tous pratiqué, à l'école. On l'a tous pratiqué. Et je pense que c'est réfléchi. Je suis pas sûre, moi. J'avoue. Alors, mauvais instit ou mauvais prof. Mais bon, ça... Je ne dirais pas où est-ce que j'ai fait l'école, du coup. Non. Mais pratiquement tout le monde l'a fait. Et je pense que c'est comme le vélo. Ça se perd pas. Après, le sport collectif, je pense que c'est, si on aime le rugby, si on aime le foot, si on aime le basket, je veux dire, tous les sports collectifs, à un moment, on a quelque chose en commun. Alors la seule différence entre les quatre, c'est le ballon. Mais après, dans l'objectif d'aller vers un but ou on est tous pareils. Maintenant, ça va se jouer. C'est si on aime le contact, on va favoriser peut-être le rugby et le handball, plus pour les filles, ou à la limite, si on aime le froid, il y a plein le foot, le rugby. Par contre, si on aime bien la chaleur et pas avoir froid, le handball, c'est très très bien. On est dans un gymnase, on est à l'abri de la pluie. Donc il faut venir. Non, mais le sport est pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tous les jeunes. Un dernier petit conseil, tous les deux, qui donnerait envie, justement? Je pense qu'on a la chance dans le département d'avoir des super clubs. Moi, je suis rentrée il y a 23 ans, on était à 1500 licenciés. Maintenant, on est à 8000 et quelques licenciés sur la Haute-Garonne. Donc, ça veut dire que on a nos clubs qui accueillent de mieux en mieux nos enfants, les adultes, les dirigeants, que tout le monde, tout le monde y trouve quelque chose de sympathique et d'agréable. Et je pense que voilà quoi, moi je suis très très fière de mon département et pour lequel je travaille, les clubs pour lesquels je crois. Et puis on a énormément de clubs en national. Combien du coup de clubs peut-être dans le département? Alors, à peu près de clubs, on est 37 clubs, 31 clubs compétitifs et 38 et 7 qui sont que corpo loisirs uniquement, donc pour les plus âgés, les plus âgés. Et donc tous ces clubs, on peut le retrouver sur le site internet. Oui. Ouais. www.comité-handball31, c'est ça, .org. C'est ça. Ou alors ils appellent au comité et ils seront bien reçus. On leur donnera toutes les coordonnées qu'il faut. Donc, merci Bertie et merci Christelle pour vos analyses sur nos équipes de France, de handball et sur surtout votre présentation sur la région et le département. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation pour le développement de cette discipline multiple du coup maintenant et cette belle présentation de ces activités. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez pour nous parler de handball et rendez-vous pris fin et début d'année prochaine. Si tu me laisses faire une aparté juste 2 minutes. Alors des choses nouvelles, on a les Sharks de Rock qui sont une équipe handisport qui pratique le hand fauteuil, très important. Et l'an dernier, il y a une équipe de Sourd-Aimé justement qui s'est créée du côté de Castanet. Ça veut dire que aussi au niveau des handicaps ou des particularités, on va dire des différences, il y a aussi des possibilités pour pratiquer le handball. Super, donc ouvert à tous. Et je veux bien l'adresse de l'école. T'as été. Non, mais j'irai faire du handball. On a les noms de toute façon. Ouais. Et maintenant, place à la chronique Sport et Communication avec Laurent Garnier de LG Consultant. Et si on parlait de sport, la chronique. Et on se retrouve dans la chronique Sport et Communication avec Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Donc accessoirement, tu es quand même le producteur de cette émission Et si on parlait de sport et tu as également surtout ta boîte de consulting LG Consultant. Le but de cette chronique, est-ce que tu peux informer un petit peu les auditeurs du pourquoi avoir choisi de créer cette émission Et si on parlait de sport, surtout en mode radio-podcast? Parce que d'abord, c'est un nouveau support numérique en pleine croissance. J'avais envie de créer une émission sur le sport et je me suis dit quel est le meilleur biais. On sait qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins. Par contre, on est plus à l'écoute, d'où l'intérêt d'aller vers des médias numériques, les réseaux sociaux et les podcasts. On sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus lu. Voilà, donc c'était un peu ce projet-là que j'avais envie de mettre en place, d'où l'idée de cette émission qui finalement a bien pris et est en train de se développer. Donc qui se développe aussi, tu as fait aussi le choix de faire pas uniquement sur les réseaux sociaux,
tu as choisi également de le diffuser sur des plateformes autres de podcasts comme Deezer, Spotify. Oui, tout à fait. L'idée, c'était d'élargir l'audience. L'intérêt, c'est qu'on est local, mais qu'en même temps, on peut travailler maintenant. Si vous êtes au Canada ou n'importe où dans le monde, vous pouvez écouter cette émission. C'est la force de ce produit qu'on a lancé. Et c'est un petit clin d'œil que je fais maintenant pour proposer aux chefs d'entreprise, aux comités sportifs qui ont envie de communiquer, de faire une campagne de communication. Eh bien, ils ont la possibilité de s'appuyer sur ce support. Alors justement, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Quels sont pour toi les avantages et les bénéfices d'une émission radio en général? Déjà, l'idée, c'est d'augmenter la visibilité d'un partenaire. Grâce à cette émission, il va pouvoir se faire une audience plus large et puis en même temps une dynamique. Renforcer aussi la crédibilité de l'entreprise, développer son réseau, promouvoir les valeurs, parce que le sport, puisqu'on s'est basé là-dessus, c'est aussi une manière de développer les valeurs qu'un chef d'entreprise peut avoir pour sa propre entreprise et partager l'expertise et les connaissances entre les uns et les autres à travers cette chronique. Et c'est l'occasion, vous pouvez réutiliser bien évidemment tous ces types de produits de communication. Alors ça c'est super, donc du coup moi je veux devenir partenaire. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes pour devenir partenaire? Quelles sont tes formules et en quoi LG Consultant peut accompagner ces entreprises ou ces comités olympiques? Donc déjà, on a plusieurs formules de partenariat qui sont présentées. En gros, on va schématiser, mais il y a 3 grandes possibilités. Accompagner une émission, travailler sur ce qu'on appelle des chroniques de 5 minutes ou travailler sur des spots. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes traditionnelles qu'on peut mettre en place sur l'émission. Vous participez à l'émission d'une certaine manière. Donc, bien évidemment, il y a une tendance sportive, mais c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher les chefs d'entreprise qui aujourd'hui investissent dans le sport. Pourquoi pas venir l'expliquer à l'antenne, venir nous parler de votre passion et profiter de ce média nouveau qu'on vous propose pour faire passer vos messages. C'est l'occasion pour vous de repartir avec un produit clé en main qui sera en même temps diffusé sur bien évidemment tous nos réseaux, puisqu'on travaille là-dessus. Et en même temps, vous pourrez le diffuser vous-même sur vos propres réseaux, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de vos propres circuits de communication. Donc du coup, si je récapitule ce que tu as dit, tu peux toi-même te déplacer et monter une émission de A à Z, c'est-à-dire voilà, là tu viens avec le matériel, le script, voilà, t'animes toute une émission. Tout à fait, c'est ce que par la chemin on vient de le faire actuellement avec l'Envol des Pionniers, qui est une belle émission de 2h30 qu'on vient de monter. On était présent avec l'équipe d'Ici on parlait sport sur place et on a fait ce travail-là, ça s'est super bien passé et l'ambiance était excellente et donc ce produit-là est maintenant en ligne et disponible. Après, on peut devenir du coup partenaire et intervenir dans les chroniques de 5 minutes entre demi-temps. Voilà, donc un partenaire, vous venez, vous exprimez, on vous interroge, ce produit-là est à vous, vous appartient, bien évidemment on vous le diffuse et vous pouvez le faire de votre côté. Voilà, c'est un produit clé en main que vous faites en venant avec nous. Et après, la dernière offre, c'est sur des spots traditionnels. Publicitaires. C'est ça, des spots de 30 secondes qui passent à la mi-temps, en début d'émission ou en fin d'émission. Fin d'émission. L'idée, c'est qu'on reste aussi dans la logique sportive avec des spots qui touchent un peu le sport du bout des doigts. Merci beaucoup Laurent. Donc, si vous êtes intéressé pour justement soit animer des émissions radio, soit passer dans des chroniques, soit créer des spots publicitaires, donc contactez Laurent. Voilà, venez nous voir, c'est lg-consultant.fr. Venez nous rencontrer, vous pouvez aller sur le site et directement vous aurez toutes mes coordonnées. Et ton 06 06 50 34 34 05. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Laurent et il se fera un plaisir de vous accompagner dans tous vos projets de visibilité. Donc vous l'aurez bien compris, des visibilités sur tous ces réseaux sociaux et canaux à forte valeur ajoutée et à forte audience. Merci beaucoup Laurent. Merci, ça permet aussi à cette belle émission de continuer d'exister. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Stéphane Legrand et Kylian Paul pour parler moto. Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique.
Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Stéphane Legrand, qui est président de la communication de la Ligue Moto Cyclisme d'Occitanie, et Kylian Paul, qui est pilote motocross, vainqueur de la Coupe de France des régions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler moto. Pour commencer, je vous propose de faire un point sur l'actualité internationale de la moto, avec notamment le Grand Prix du Japon MotoGP et le Superbike qui s'est déroulé au Portugal, sans oublier la saison de motocross. Vous avez un peu suivi ce qui s'est passé ce week-end en MotoGP, Stéphane ? Alors en partie parce que j'étais moi-même sur un week-end de moto dans la région, mais évidemment on suit avec attention et on vibre pour nos pilotes français. On a été un peu déçus évidemment de ce qui s'est passé au Japon parce que la pluie a interrompu la course. Ça a été un peu difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les polémiques sur ce qui s'est passé avec Johan Zarco parce qu'on n'a pas le droit de commenter des décisions sportives, mais évidemment, on a été un peu frustrés. Il faut expliquer qu'effectivement, le pilote n'a pas passé une fameuse ligne en repoussant sa moto alors qu'il avait le droit de le faire, mais que les organisateurs lui ont empêché. Donc, il y a eu un petit quiproquo avec nos amis japonais. On comprend qu'il y avait de l'injustice quand même. Oui, alors c'est vrai. Bon, là, vraiment, on peut pas trop commenter ça, mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que des fois c'est des points de règlement qui sont quand même extrêmement techniques, mais ça arrive assez régulièrement et donc il faut se plier à ça, c'est les règles du jeu. Sinon, évidemment, on est derrière eux, on a quand même vibré quand finalement Fabio Quartararo est remonté sur le podium lors de la précédente épreuve. On est un peu plus déçus cette fois-ci. On espère que évidemment les résultats vont être au niveau pour la fin de la saison. Et on a déjà 2 Français en MotoGP, ce qui est pas mal avec ce que nous a donné Quartararo il y a 2 ans. On espère il faut que sa Yamaha marche un petit peu mieux. D'après ce que j'ai vu, c'est un peu l'un des problèmes de la moto. Et puis le passage l'année prochaine de Zarco chez Honda. Donc ça, c'est la filière MotoGP. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle le must en termes de moto et de public, de grand public. Et puis on a aussi ce qu'on appelle le Superbike. Petite différence entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces 2 styles de compétition ? Oui, alors le MotoGP, c'est ce qu'on appelle la catégorie reine et qui est où vraiment on a, les constructeurs mettent tout ce qu'ils ont dans cette catégorie et donc c'est des motos qu'on appelle d'usine qui sont donc totalement inaccessibles au grand public en général et il n'y a pas de limite de budget donc c'est effectivement très très cher. Et alors que le Superbike, c'est ouvert à plutôt des motos qu'on appelle stock et qui sont des motos qui sont plus accessibles au grand public. Là aussi, avec plusieurs cylindrées possibles, il y a des limites de budget. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets globalement. Et le MotoGP est par contre la catégorie la plus médiatisée, le championnat le plus médiatisé. Et c'est celui qui est le plus suivi au monde, évidemment. Alors on a la MotoGP, le Superbike et bien évidemment on a d'autres spécialités en moto, entre autres le motocross. Et avec nous on a Kylian. Alors Kylian, il est vainqueur de la Coupe de France de motocross de Occitanie, donc et de Coupe de France pardon, avec le team Occitanie. Est-ce que Kylian, tu peux nous raconter un peu ton aventure, comment ça s'est passé la compétition et comment on devient vainqueur de cette Coupe de France? Ouais, en fait nous le sport donc le motocross c'est un sport individuel et là le temps de week-end en fait cette année on a été 15 pilotes sélectionnés dans la région Occitanie. Donc 3 par catégorie, du plus petit au plus grand. Et donc là, ce sont les entraîneurs qui font une sélection des pilotes durant toute l'année. Quand tu dis du plus petit au plus grand, tu parles en termes d'âge. Ouais. Donc ça part c'est quoi le plus petit au niveau âge? Donc quand je parle du plus petit au plus grand, c'est la catégorie 65 cm3. Donc c'est à partir des enfants qui ont entre 7 et 9 ans. Jusqu'à la catégorie Open, donc la catégorie dans laquelle j'ai roulé. Et là, ça va on va dire de 18 ans jusqu'à n'importe. Les seniors quoi, ouais. Ouais, les seniors. Bon après il y a quand même une catégorie vétérans. Donc là on a eu 2 pilotes vétérans et une féminine. Donc ça regroupe vraiment quand même toutes les catégories motocross le temps d'un week-end. Et on a eu l'occasion de pouvoir s'entraîner sur le circuit parce que cette année, la Coupe des Régions s'est déroulée en Occitanie du côté de Saint-Thibéry. Donc nous, on a eu un stage de préparation 1 mois avant l'épreuve. Les 15 pilotes sélectionnés pour
commencer, on va dire, une cohésion, parce que nous, on a l'habitude chaque week-end d'être individuel et jamais faire une course en équipe. Alors comment ça s'est passé concrètement, cette compétition par équipe en fait? Il y avait des points, c'était combien de tours? Comment ça marche? Ouais, mais en fait, ça commence le samedi. Enfin, on s'est tous regroupés le vendredi après-midi pour se mettre en place tous ensemble et tout ça. Et le samedi, donc c'était les petites catégories, les 65-85. Et donc ça se passe qu'il y a des essais libres. Ça reste quand même une compétition motocross comme on a l'habitude de faire tout le reste de l'année. Essais libres, essais chrono, les deux manches. Et donc le samedi, c'était la course des petits. Et le dimanche, la course des grands. On a des essais libres, des essais chrono, les deux manches. Et au cumul de toutes ces manches, parce qu'il y en a eu beaucoup dans le week-end, au cumul de toutes ces manches, c'est les régions qui ont marqué le maximum de points. Donc pour marquer le maximum de points, il faut avoir fait le meilleur résultat. Donc par exemple, on est 3 pilotes par catégorie. En open, on va dire, nous, on a terminé premier, mais on n'a pas fait 1, 2, 3. Il faut essayer de faire au maximum. Donc on peut faire premier, troisième et huitième. On va dire, on va marquer 70 points. Alors que si on fait premier, 12e et 20e, on va en marquer beaucoup plus. Et donc... D'accord. Le principe, combien fait le parcours en gros, en kilométrage? C'est un circuit de Saint-Thibéry, 1 km 5, je dirais. Et des motos qui vont à combien en vitesse de pointe? Alors nous, on n'est pas trop comme le MotoGP, comme vous parliez tout à l'heure. Nous, c'est plus un circuit en terre, donc au temps au tour, on est plus en 2 minutes. 2 minutes, d'accord. 2 minutes au temps au tour et c'est des manches de 20 minutes. Très bien. Justement, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport? À quel âge tu as commencé? Et puis, je pense que beaucoup de personnes, est-ce que c'est pas trop dangereux justement de faire du motocross ou... Alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai commencé la moto assez tard. J'ai fait ma première course à l'âge de 14 ans. Donc, en 2017, j'ai fait d'autres sports avant. Et en fait, j'ai toujours été dans ce milieu-là parce que mon papa est un ancien sportif de haut niveau en motocross. Il a fait sa carrière en motocross. Et à 14 ans, j'ai dit, je veux vraiment me lancer dans ce sport. Et depuis, je vis pour ça. Je me lève tous les matins pour faire de la moto, pour faire du sport. Alors oui, forcément, c'est très dangereux. Hein. J'ai passé mon diplôme pour entraîner des jeunes avec mon papa, justement. Et on entraîne, à partir de 5 ans. On a beaucoup de parents qui ont peur, mais comme on dit, aller faire du rugby, c'est dangereux aussi. Aller faire du foot, c'est dangereux aussi. Tout est relatif. Stéphane, ton avis là-dessus, sur cette peur en fait? Oui, c'est vraiment compréhensible hein, parce que quand on voit la moto de l'extérieur, on se dit c'est vraiment c'est très impressionnant. Ça fait partie de l'attrait en plus hein, évidemment de la discipline, mais il faut quand même comprendre que alors d'abord depuis des années, il y a un gros accent qui est mis sur la sécurité des circuits. C'est-à-dire que la plupart des disciplines moto se passent sur des circuits homologués sur lesquels il y a des règles techniques, ce qui s'appelle des règles techniques et de sécurité qui sont vraiment de plus en plus contraignantes, qui embêtent des fois beaucoup même les pilotes et les organisateurs, mais vraiment il faut faire très attention à ça puisqu'il y a une partie qui est du danger qui est lié à la vitesse et aux obstacles, et donc ça c'est vraiment extrêmement régulé et il y a beaucoup de progrès là-dessus. Et ensuite il y a l'équipement du pilote sur lequel on fait aussi beaucoup d'efforts, et maintenant il y a en plus un niveau de conscience très élevé sur des risques qui sont communs à tous les sports, comme les risques de commotion cérébrale, les risques physiques, et donc il y a un suivi il y a à la fois une formation de tous les officiels au niveau national ou au niveau régional qui est très importante, et vraiment des gros efforts à ce sujet. Enfin là pour le coup, même en tant qu'organisateur d'entraînement, etc., on est vraiment très sensibilisé là-dessus. Et donc évidemment, il y a un danger, mais il est en plus très très proportionné au niveau de pratique. C'est-à-dire qu'évidemment, des enfants de 5 ans ne courent quasiment aucun danger. Alors qu'évidemment, quand on est un sportif de haut niveau et en MotoGP à plus de 200 à l'heure, 300 à l'heure, évidemment, mais il y a aussi un entraînement qui fait que le danger est très relatif. Alors justement, la moto, c'est plusieurs disciplines. Peux-tu nous éclairer un peu sur les différentes options qu'il y a? On a vu la motocross, hein, mais il y a plein d'options encore en moto. La personne qui veut débuter, il faut lui donner ce panorama. Tout à fait. Alors, il y a alors peut-être par ordre de licence, parce qu'après c'est toujours difficile de jouer avec les concurrences entre les disciplines, mais en nombre de licences, par exemple, en général, on trouve à tous les niveaux national, régional et départemental, c'est vraiment le motocross, simplement parce que les sites de pratique sont extrêmement nombreux. Ensuite, la vitesse qui doit se pratiquer sur des circuits en bitume, c'est plus compliqué, c'est plus cher, et donc le coût des circuits est plus élevé. Et donc forcément,
forcément il y en a un peu moins. Ensuite, on a des disciplines comme le trial qui par contre se pratique sur des sites plus simples. Finalement, c'est assez répandu aussi, mais pas énormément de licenciés. On a l'enduro évidemment qui est une grosse discipline qui là par contre se fait plutôt sur des sites naturels. Ensuite, on a alors je suis sûr que je vais en oublier pas mal. Alors, on a les rallyes routiers. Alors ça c'est peut-être moins. Il y a des compétitions aussi, mais c'est surtout une pratique sur route et qui est beaucoup moins peut-être avec des compétitions avec des règles plus simples. Ensuite, on a même des disciplines comme le motoball, par exemple, qui est du sport par équipe avec un ballon. Donc, on peut rejoindre certaines disciplines qui ne sont pas des sports mécaniques. Et j'espère vraiment ne rien avoir oublié. En gros, c'est donc plusieurs disciplines. Ça dépend du terrain, de la taille de la moto, c'est ça ? Oui, essentiellement. En fonction. C'est-à-dire que les motos vont être différentes. C'est-à-dire qu'une moto tout-terrain peut avoir finalement avec une moto de vitesse, mais ensuite on a même des disciplines qu'on appelle mixtes, comme le supermotard, qui est vraiment un de mon coup de cœur personnel, qui se pratique à la fois sur bitume et sur terre. Et donc c'est des motos tout-terrain qui sont adaptées pour rouler sur bitume avec des suspensions, des roues spécifiques, et qui est vraiment extrêmement spectaculaire et vraiment c'est superbe à voir. On a en plus des champions mondiaux qui sont excellents. Et donc on a vraiment beaucoup de disciplines. Ça dépend donc à la fois du type de moto. Alors on peut faire varier la cylindrée bien sûr. Alors ceci dit, avec l'arrivée de l'électrique qui pousse à grands pas, on n'a plus les mêmes. Alors on s'intéresse beaucoup aussi à cette évolution parce qu'on n'a plus la notion de cylindrée. Donc là, ça va probablement changer assez rapidement. Mais la puissance de la moto, en tout cas, évidemment, change aussi la catégorie. On n'oubliera pas le Dakar quand même, qui est une chose importante en moto. Oui, qui fait partie des rallyes plutôt. Voilà. On voudrait une petite question importante, c'est comment justement c'est organisé la moto dans le département et la région, comment ça fonctionne pour les personnes qui seraient intéressées justement? Alors il y a, au niveau régional, c'est une ligue qui fédère l'ensemble des clubs, puisqu'en fait il y a une fédération nationale comme la plupart des sports qui regroupe à peu près 100 000 licenciés, ce qui est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on est on est à la fois, c'est pas un sport olympique, c'est un sport qui est souvent considéré comme un peu élitiste parce qu'évidemment il y a quand même un coût associé. Ceci dit, il y a énormément d'efforts pour le rendre très accessible. En particulier la victoire de Fabio Quartararo il y a 2 ans a beaucoup aidé. Et donc il y a beaucoup d'efforts du côté de ce qu'on appelle éducatif, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas compétition pour faciliter l'accès. Par des nombreux clubs. Donc en Occitanie, on a de l'ordre de 130 motoclubs, certains avec des spécialités par discipline, c'est-à-dire on a des clubs de trial, des clubs de supermotard, etc. On a des gros clubs qui sont assez multidisciplines et on a beaucoup de sites de pratique. Et ce sur quoi on met l'accent maintenant, c'est vraiment l'accessibilité par des labellisations des écoles à destination des enfants pour être sûr que les infrastructures sont les meilleures. Donc ça, la fédération nationale fait énormément d'efforts et la ligue relaie ses efforts au niveau local. Et on essaie vraiment d'avoir un encadrement qui est d'excellente qualité. Là, même ce week-end, on faisait rouler, par exemple, il y avait un père qui s'est inscrit à un week-end de roulage avec ses 3 filles, extrêmement jeunes. Et c'était vraiment un plaisir de les voir rouler. Alors évidemment, elles roulent dans des catégories séparées, on ne mélange pas tout le monde. Et elles se sont vraiment fait plaisir sur ce circuit. Justement, une question pour terminer cette interview, c'est quel conseil on peut donner à des personnes ou des parents, que ce soit Kylian ou Stéphane, qui veulent pratiquer la moto? Alors d'abord vraiment contacter la ligue parce que c'est probablement un bon point d'entrée ou un motoclub proche de chez eux, mais alors, il faut pas s'arrêter peut-être à la discipline d'abord parce que suivant les motoclubs ils n'offriront peut-être pas exactement les mêmes choses. Par contre il y a vraiment beaucoup d'écoles qui offrent des formations intéressantes. Que j'allais dire, il y a beaucoup de motoclubs mais il y a aussi beaucoup d'écoles de pilotage dans les motoclubs avec des moniteurs diplômés qui encadre à partir de 5 ans parce que c'est quand même la loi française, c'est un enfant pour être en sécurité peut faire de la moto à partir de 5 ans en club et à partir de 6 ans en compétition. On commence pas super jeune comme dans notre sport, mais il y a beaucoup d'écoles de pilotage avec des moniteurs diplômés pour pouvoir faire découvrir ce sport qui est quand même passionnant. Donc qui est assez passionnant mais qui est assez coûteux et qui est pas non plus on pratique pas ce sport à l'école, on pratique pas ce sport depuis tout petit ou quoi, il faut avoir quelqu'un de la famille ou quoi pour le faire découvrir et c'est ce que la fédération ou la ligue essaye de montrer qu'on peut être
attiré par ce sport tout en essayant. Et... Alors, c'est vrai qu'il est considéré souvent comme très familial et donc assez peu accessible aux personnes qui sont à l'extérieur. Et vraiment, c'est là-dessus qu'il y a de très gros efforts. Et je pense que ce que disait Kylian sur les écoles de pilotage, c'est super important. La fédération et la ligue mettent vraiment énormément s'investissent beaucoup pour qu'on ait des formateurs qui ont les bons diplômes et qui soient pour garantir vraiment aux enfants la meilleure formation, la sécurité, etc. Et là, il y a vraiment un très gros effort qui est fait là-dessus. Stéphane, donc si on veut vous retrouver, quels renseignements, où est-ce qu'on peut trouver les infos? Alors, il y a toutes les infos sur le site lmoc.fr et il y a des liens vers nos réseaux sociaux et toutes les informations, toutes les publications. Merci tous les deux pour cet échange. En tant que motard, je dirais n'oubliez pas votre casque, les gants et le pare-bourre et les bottes. C'est une chose importante, c'est l'équipement nécessaire. Donc ça aussi, c'est des conseils de conduite qu'il faut donner. En tout cas, c'était génial de vous recevoir. Je vous dis à bientôt. Bonne continuation pour le développement de la moto. C'est une vraie passion. Pour être pratiquant moi-même, je peux le dire. Vous êtes les bienvenus pour revenir nous parler de la moto. N'hésitez pas si vous avez un événement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci à vous. Et maintenant, place à la prolongation. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve pour la prolongation avec nos invités, donc Bertie Roy, Christelle Ravasso-Jarry, Stéphane Legrand et Kylian Paul. Est-ce que vous connaissez, tous les quatre, le principe de la prolongation ? Pas du tout. Ok, alors en fait c'est très simple, c'est un quiz. Donc il y aura un quiz moto pour le handball et un quiz handball pour la moto. Donc je vais faire à tour de rôle une question chacun, comme ça c'est un peu plus dynamique. Fonction des réponses. Stéphanie de Monaco, non c'est pas ça. Non. Elle est bonne celle-là. Non, c'est pas ça. Mais du coup, en fonction des réponses, je n'ai pas forcément la science et vous pouvez bien sûr compléter. Le handball pourra compléter ou la moto pourra compléter. Ok ? Donc on va commencer avec le handball. Attention, première question. Parmi ces 4 noms, lequel fut à l'origine un nom propre ? Le bike, la bicyclette, la motocyclette ou le scooter ? Propre à quel niveau ? Eh ben, un nom propre. Tu sais, un nom propre. La motocyclette. Eh ben bravo, c'est ça. Voilà, un nom propre. Question handball, du coup. Vous êtes prêts, Stéphane, Kylian ? Combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de handball ? 5, 7 ou 9 ? 7. Bravo, un point partout. Deuxième question. Quand le championnat du monde MotoGP a-t-il été créé ? En 1939, en 1949, en 1959 et en 1969. Alors pour la petite histoire pour les auditeurs, Kylian il est mort de rire et je pense qu'il n'a pas la réponse. C'est pour ça qu'il est mort de rire. Allez, à vous le handball. 39, 49, 59 ou 69 ? 59. Et non, donc du coup c'était en 1949 et ni Stéphane ni Kylian compléteront, mais c'est ok. T'as dit 49, Christelle ? Non, t'as dit combien ? Bah t'avais dit 39 et 59. Non, ça marche pas non plus. Essayez de m'embrouiller, ça ne fonctionne pas. Deuxième question, la moto. Quel poste n'existe pas en handball ? Le pivot, l'ailier ou le cadre central ? Le cadre central ? Félicitations, c'est bien ça. Vous confirmez ? Oh, genre elle fait non, mais c'était trop facile. Non, mais pas du tout. Ah ben, on a fait des questions dures, nous. Troisième question. Quelle année a été créé le handball, par exemple ? Ah, ça, je l'avais pas, mais on peut le faire. Troisième question, le handball. Vous êtes prêts ? Quel drapeau est agité lorsqu'il commence à pleuvoir sur la piste ? Le parapluie. Attends. Je vais te dire la même chose. C'est la raison, c'est le parapluie. Alors, il y a 4 réponses possibles. Je vais vous les donner, le parapluie n'étant pas une des 4 réponses. Le drapeau blanc barré rouge, le drapeau rouge barré de blanc, le drapeau rouge ou le drapeau noir. Le rouge barré blanc. Drapeau rouge barré blanc. Eh ben non, c'était le blanc barré rouge. 2-1. Troisième question pour la moto. Un rond de bras et un tirant d'appui. Je ne dirai pas le geste qu'ils viennent de faire. Un système de défense ou un duel. Au handball, un rond de bras et un tirant d'appui, un système de défense ou un duel. Moi, je dirais un duel. Franchement, Kylian, il fait à l'impro, mais ça passe. Hein, là, donc non, c'est pas si facile que ça. 2 roues, la moto.
quatrième et dernière question, et ça c'est facile. De quelle couleur sont les Honda ? Bleu, rouge, vert ou orange ? Les tondeuses. Rouge. Eh ben voilà ! 2 partout, c'est ça ? 3-2, 3-2. Donc dernière question pour être sûr que ce soit vous les vainqueurs. Dernière question. Le gardien en handball n'a pas le droit de sortir de la zone quand il n'a pas le ballon, il a le ballon ou après avoir fait la passe. Quand il a le ballon. Ah bah là... Ah bah non, mais c'est pas facile. Mais moi je... Mais... Parce que t'as pas eu de cours. Voilà. c'est ça. Elle a pas fait handball en EPS. Par contre, Kylian, il a fait handball à l'école. C'est pour ça. Ça fait moins longtemps et donc il se souvient bien. Donc merci à tous les 4 d'avoir joué le jeu et vraiment voilà, c'était un vrai quiz haut en couleur comme je les aime, très dynamique et très rigolo, donc merci infiniment. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre fin de match avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine à ne pas manquer. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et voilà, fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Pauline. Et oui Laurent, cette semaine, pas mal de sports sont mis à l'honneur. Dans un premier temps, vous pourrez suivre dès ce soir la 2e journée de Ligue des champions de football avec une rencontre entre le PSG et Newcastle. Il y aura également du rugby dans le cadre de la Coupe du Monde avec le dernier match de poule pour le 15 de France face à l'Italie ce vendredi 6 octobre. Un match important puisque c'est au coup de sifflet final que nous serons si les Bleus pourront jouer les quarts de finale. Le samedi 7 octobre, vous pourrez visionner du cyclisme avec la 117e édition du Tour de Lombardie entre Com et Bergheim, une étape de 238 km. Ensuite, jusqu'au 8 octobre ont lieu les championnats du monde de gymnastique à Anvers en Belgique. Le 8 octobre, il y a aussi de la Formule 1 où les pilotes s'élanceront sur le circuit international de Losail lors du Grand Prix du Qatar. Dimanche encore, de l'athlétisme avec le marathon de Chicago. Toujours dimanche, vous retrouverez du football lors du championnat de Ligue 1 où le TFC se déplacera à Brest et Montpellier recevra Clermont. Et enfin, jusqu'au 15 octobre, il y a les championnats du monde hommes et femmes de beach volley au Mexique. Programme de la semaine prochaine maintenant, donc apportez vos clubs de golf et n'oubliez pas votre casquette. Retour sur l'événement mondial de l'année avec la 44e édition de la Ryder Cup remportée par l'équipe d'Europe à Rome en Italie face aux États-Unis. Nous serons avec Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de golf, qui nous aidera à décrypter cette épreuve et nous parlera du golf en Occitanie. En deuxième mi-temps, nous parlerons baseball et de la 36e édition du championnat d'Europe qui a eu lieu du 24 au 27 septembre 2023 en République tchèque en compagnie de Gérard Cross, président de la Ligue Occitanie de baseball softball. Merci à Bertie Roy, à Christelle Ravasso-Jarry, à Stéphane Legrand et à Kylian Paul et à notre spécialiste rugby Robin Blatt. Merci à tous les internautes de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 17e émission de Et si on parlait de sport ? Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse lors de la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous permet chaque semaine de réaliser ces émissions. Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique Semperconnect pour ses conseils avisés. Merci Audrey et merci Laurent. Merci Pauline. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.